Il me semble qu'il existe, au sein de l'État profond, des forces réellement préoccupées par ces détails. Même le magazine Foreign Policy, un média très néoconservateur, a salué ce plan de paix, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Principalement parce que la guerre en Ukraine ne se déroule pas bien. En prenant en compte tous ces éléments, de Procross au scandale de corruption, on peut conclure que, même si le nouveau plan de la Maison-Blanche risque d'échouer, les alternatives à un processus de paix sont pires. Peut-être pourrais-tu expliquer le contexte de l'émergence de ce plan, notamment le scandale de corruption impliquant Zelensky. Je pense que tout est dicté par ce qui se passe sur la ligne de front. C'est tout. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'aussi important que ce qui s'y déroule. Et nous voyons qu'il y a un effondrement. Je veux dire, à Gouliapol, les Russes ont avancé, et maintenant ils sont dans le centre-ville. Ils progressent très rapidement en direction de Zaporozhye, Pokrovsk, Mirnograd, Kupiansk, Seversk. Le front s'effondre. Et une fois que les Russes auront pris Slaviansk et Kramatorsk, ce sera terminé. Ce sera une ligne droite vers le Dniepr. Et une fois qu'ils atteindront le Dniepr, ce sera également fini. Je veux dire, ils atteignent le cœur économique, l'artère économique de l'Ukraine. Pourquoi penses-tu que, dans le plan, la seule chose qu'ils ont vraiment incluse, c'était le Dniepr? Ils l'ont bien mentionné. Il y a donc certaines personnes à la Maison-Blanche de Trump qui comprennent qu'il faut à tout prix empêcher la Russie d'atteindre le Dniepr. Vous savez, ils veulent créer une zone démilitarisée dans le Donbass. Je veux dire, quand on regarde le plan en 28 points, il ne satisfait même pas la demande de la Russie d'intégrer Donetsk à son territoire. Il ne satisfait même pas cela. 25% de Donetsk deviendront une zone démilitarisée, avec un mur de sécurité américain qui prévoit apparemment de construire là aussi. Donc je veux dire, ils comprennent que la grande fortification, c'est le Donbass. C'est la fortification. C'est là que, si la Russie perce, ce qu'elle va faire, elle est en train de le faire, alors les choses vont vraiment s'accélérer. Et c'est là que les choses deviennent folles pour Trump. C'est à ce moment-là que les États-Unis, obsédés par l'aspect territorial de la guerre, ils ne se soucient pas de l'usure, mais les médias, eux, s'intéressent vraiment au territoire, au pouce, au kilomètre que l'un gagne et que l'autre perd. Une fois qu'ils auront percé dans le Donbass, on pourrait voir une grande partie du territoire que la Russie pourrait avaler. Et en termes d'image, ce sera un cauchemar pour Trump. Ce sera un cauchemar pour Zelensky. Donc, je pense que tout est dicté par ce qui se passe sur la ligne de front. Et c'est pour cela qu'il y a cette panique à vouloir créer un gel. C'est ce qu'ils essayent de faire, au bout du compte. L'histoire ne se répète peut-être pas parfaitement, mais elle rime. Et nous avons déjà connu cela. Nous étions là en 2015, dans le conflit du Donbass et de l'Ukraine, avec Poroshenko et Debaltsevo. Et vous savez, c'était la même chose. Ils étaient coincés dans une nasse, piégés dans une nasse. Merkel paniquait. Elle a pris l'avion pour Moscou et a obtenu de Poutine qu'il accepte Minsk. C'est à peu près la même chose. Mais vous savez, Trump essaie aussi d'obtenir sa victoire, d'y placer son marketing, de faire de l'argent, de tirer profit de l'Ukraine et des avoirs russes, de gagner de l'argent avec la Russie et l'Arctique en concluant des accords avec eux. Je veux dire, vous savez, c'est un peu un désordre chaotique. Je vais également afficher ce titre du Wall Street Journal. La Russie est restée ferme sur ses exigences concernant l'Ukraine. Maintenant, bon nombre de ces exigences figurent dans le plan de paix de Trump, mais comme l'a dit Alex, il y en a aussi beaucoup qui n'y figurent pas. J'allais dire plus tôt, pour rebondir sur ce que disait Alex, je pense que si les États-Unis voulaient obtenir l'adhésion totale de Moscou, la Russie n'aurait qu'à insérer une seule clause, à savoir que Steve Witkoff et Jared Kushner
obtiendrait les droits pour construire de magnifiques complexes hôteliers en hauteur sur la côte d'Odessa, juste là. Et il y aurait une Trump Tower et tout le reste. Ce serait le moyen infaillible d'obtenir l'adhésion des États-Unis. Du côté russe, du point de vue de Trump, ils sont obsédés par la propriété et le territoire. C'est ainsi que le cerveau de ce président est structuré, et toutes les personnes qui l'entourent sont pareilles. Regardez ce qu'ils font à Gaza, ou ce qu'ils prévoient de faire à Gaza. Je veux dire, c'est juste. Mais il a aussi intégré son petit héritage politique là-dedans. Le Conseil de la paix, dont il est le président. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a Jimmy Carterisé son après-présidence. Donc il va être impliqué. Il siège aussi au Conseil de la paix pour Gaza. Donc même si Trump n'obtient pas son 3e mandat, comme le suggère Steve Bannon, il pourrait de facto avoir son 3e mandat. Du moins, c'est ce qu'il pense. Personnellement, je pense que c'est une catastrophe et que ça ne va pas fonctionner. Donc en réalité, ce n'est pas une très bonne affaire quand on y regarde de plus près. Et Alex serait probablement d'accord avec moi là-dessus. Ce n'est pas une très bonne affaire pour les Russes, en apparence. Il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui sont vraiment mauvais, Donetsk étant probablement l'un des pires. Mais il y a toutes sortes de choses que la Russie doit abandonner. C'est contre-intuitif que quelqu'un qui est en position de force sur le plan militaire, clairement avec l'élan dans ce conflit, fasse des concessions. Il y a en fait beaucoup de concessions dans cet accord. Mais la Russie joue le jeu. Je pense qu'ils suivent le mouvement. Très bien. Mais il faudra en venir à la diplomatie. Et pour que cela fonctionne, et pour que cela se produise, les États-Unis, et cela a été dit par l'envoyé russe à Washington, Alexandre Darchev, il a déclaré qu'il n'y avait pas de normalisation diplomatique entre la Russie et Washington. Cela signifierait que, si l'administration Trump le faisait, elle rétablirait les relations diplomatiques. En d'autres termes, elle permettrait à la Russie de réoccuper ses propriétés d'ambassade et de consulat aux États-Unis, qui avaient été saisies illégalement et évacuées sous Obama, en même temps que tous les diplomates expulsés. À ce jour, je crois que les Russes doivent prévenir s'ils sortent d'un périmètre de 25 miles autour de Washington, D.C., s'ils font partie du corps diplomatique. Donc, ils doivent être fixés, ils sont ancrés à certaines zones aux États-Unis. Maintenant, du côté russe, je ne sais pas quelles sont les dispositions à ce sujet, mais tout cela doit disparaître. Ils doivent reprendre des relations diplomatiques normales et ils devront lever les sanctions sur des choses comme les ambassades, la détention de comptes bancaires dans certaines villes et la possibilité d'effectuer des transactions commerciales normales. Tout cela doit se produire car sinon, il est impossible de faire des allers-retours entre les équipes. Ainsi, les questions pratiques entre les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni et la Fédération de Russie, sur le plan diplomatique, doivent d'abord être résolues. Si c'était le cas, et si Trump montrait l'exemple en ce sens, cela enverrait un signal très fort indiquant qu'ils sont sérieux. Et pour Moscou, ce serait un signal extrêmement positif, et cela constituerait la base d'une bonne foi pour aller de l'avant. Mais lorsque ces choses ne se produisent pas, ces éléments vraiment fondamentaux que je pense, d'anciens diplomates chevronnés des administrations précédentes reconnaîtraient peut-être comme étant d'une importance capitale, mais pas cette administration pour une raison quelconque, je pense que c'est un problème. Je pense qu'ils négligent cela ou qu'ils ne le prennent pas au sérieux. À la place, ils choisissent le grand coup médiatique. Donc je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore une fois un potentiel. Il est désormais de notoriété publique que ce sont des questions importantes et que les États-Unis reconnaissent en partie l'absence de l'OTAN et reconnaissent en partie qu'il faudra imposer des restrictions à toute future armée ukrainienne.
Ils vont devoir être un pays neutre. Mais ces questions, comme la dénazification dont parle la Russie, cela fait rire en Occident. C'est un peu comme « Oh, il n'y a pas de nazis en Ukraine ». Non, ce n'est pas une condition ou un terme à prendre à la légère. C'est un terme très sérieux du point de vue russe, car les États-Unis ont utilisé et collaboré avec des radicaux, qu'il s'agisse d'islamistes radicaux ou d'ultranationalistes nazis radicaux en Ukraine. Ils l'ont fait à maintes reprises, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, en travaillant avec certaines des pires personnes de la planète. Et cela doit être reconnu. La Russie sait que c'est une cause profonde. Si on ne l'élimine pas, ils devront refaire cette guerre dans 20 ou 30 ans, ou bien leurs petits-enfants la referont. 1000% d'accord là-dessus. Je veux dire, regardez, ce plan est nul pour la Russie. Soyons honnêtes, ce plan en 28 points est affreux. Et je ne crois pas un mot des médias ou des dirigeants européens. Pour être tout à fait franc, peut-être certains d'entre eux, mais je pense que d'autres font simplement semblant. C'est juste mon avis. Ils s'indignent et disent « Oh mon Dieu, ce plan a été écrit par le Kremlin. Oh mon Dieu, c'est la liste de souhaits de Poutine. » C'est n'importe quoi. C'est juste un tas de bêtises, et ils le savent. Ce plan pour la Russie, ce plan en 28 points, si on peut même l'appeler ainsi, cette liste de souhaits griffonnée sur un coin de serviette, peu importe ce que c'est, l'Ukraine entre dans l'UMR. D'accord. Quelle est la différence entre l'URMMO et l'OTAN? L'URMMO est en train de se doter d'une armée. Chaque jour, l'UNAVAPERID parle de la façon dont elle construit une armée pour envahir la Russie, pour faire la guerre à la Russie. Le plan de paix en 28 points dit que l'Ukraine obtient un accès direct à l'UMR. D'accord, une armée de 600 000 hommes. C'est une sacrée grande armée. Et je comprends d'un point de vue militaire que l'Ukraine ne peut pas soutenir un tel type d'armée. Mais je ne sais pas, mon esprit imagine des choses astucieuses qu'il pourrait inventer, des mercenaires ou des soldats de l'OTAN qui tout à coup deviennent citoyens ukrainiens. Je ne sais pas, je ne mets rien au-dessus de ces types, vous voyez? 600 000, c'est énorme. Je pense que cela ferait de l'Ukraine la plus grande armée d'Europe, sans difficulté. Corrigez-moi si je me trompe. Empêchons simplement la Pologne de dire, vous savez, nous avons 300 000 soldats, ils sont aussi ukrainiens, voici leur passeport. Je ne sais pas, enfin, j'exagère beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire. Des garanties de sécurité, des garanties de type article 5 de l'OTAN, c'est ce que dit Axios. Oui. Eh bien, je ne comprends pas quelle est la différence. D'accord. Donc si vous êtes dans l'OTAN, vous avez les garanties de l'article 5, mais dans ce plan, vous allez avoir des garanties similaires à l'article 5. Très bien. La DMZ dont j'ai parlé, la DMZ. Je veux dire, vous savez, nous reconnaissons Donetsk comme faisant de facto partie de la Russie, pas de jure, mais de facto russe. Mais lorsque l'Ukraine se retirera de ces 25%, cela deviendra une DMZ. Donc nous reconnaissons que c'est de facto, ce qui est déjà assez étrange en soi. Nous reconnaissons que c'est de facto, et ce document est juridiquement contraignant. Il sera juridiquement contraignant. Donc, il est juridiquement contraignant de reconnaître cela comme de facto russe. Cela n'a aucun sens quand on y réfléchit. Et les 25% dont l'Ukraine se retire, cela deviendra simplement une DMZ. Ce sera une zone neutre. D'accord. Donc en gros, vous reconnaissez que c'est russe, mais nous n'avons pas le droit d'entrer dans cette zone. Non. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans cette zone. D'accord. Les avoirs gelés. Donc les avoirs gelés, nous n'allons pas les récupérer non plus. Si vous êtes russe, vous ne les récupérerez pas non plus. Et d'ailleurs, les États-Unis qui ont mené cette guerre par procuration vont en tirer profit. Et aussi, soit dit en passant, nous avons, vous savez, lancé des attaques MS sur la Fédération de Russie et nous allons également conclure des accords avec vous sur l'Arctique, sur l'énergie. Je veux dire, c'est ce qui est écrit dans le document,
Nous allons en profiter des deux côtés. C'est écrit. Et vous savez quoi d'autre? Aucune mention de l'Église orthodoxe. Aucune mention de la langue russe. Tout sera régi par les droits de l'homme de l'ULERBauer et les valeurs de l'UEB. Merci beaucoup. Ce sont ces valeurs et ces droits de l'homme de l'UBERM qui vont régir les droits sociaux du peuple. Mais nous savons bien où cela nous a menés, n'est-ce pas? Vous savez, ce plan est une absurdité. Soyons honnêtes. Et je pense qu'une grande partie de cela n'est que diversion et mise en scène venant de l'Occident, où l'on dit « Oh, c'est Poutine qui l'a écrit ». Ils savent que ce plan est désastreux pour la Russie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas non plus des éléments qui soient mauvais pour l'Ukraine. Sans aucun doute. Il y a des éléments là-dedans qui vont être très difficiles à avaler pour Zelensky. Très difficiles à avaler pour Zelensky. Surtout parce que les banderistes vont être furieux contre lui. Ce sont les gens à l'intérieur de l'Ukraine qui lui font peur, pas ceux à l'extérieur. Voilà simplement mon point de vue. C'est ainsi que je vois les choses, mais je peux complètement me tromper. Encore une fois, je me base sur les informations qui nous ont été données, qui ont fuité, qui nous ont été divulguées. Poutine, la Russie, peuvent avoir un plan totalement différent. Ils peuvent avoir un ensemble de points complètement différents. Je n'en sais rien. Y a-t-il un moyen ou un scénario dans lequel la Russie perd ici pourtant? Parce que même les médias occidentaux traditionnels disent que la Russie a les cartes en main. Elle a les leviers. Elle peut négocier avec ce plan, s'arranger avec les États-Unis et d'autres pour l'améliorer à son avantage. Ou bien, elle peut simplement se retirer et continuer à se battre. Je veux dire, existe-t-il un scénario où la Russie perd réellement? Et pourquoi ferait-elle des concessions à ce moment précis? Tout est entre les mains de la Russie. Ils ont l'avantage, ils ont la main mise. Nous n'avons plus qu'à attendre et voir ce qu'ils vont faire, comment ils vont gérer la situation. Une fois de plus, Poutine a une vue d'ensemble du terrain, du jeu tout entier. Nous, non. Il faut que l'Europe y adhère, en d'autres termes, que l'OTAN dans son ensemble y adhère, et il faut aussi que Kiev y consente. Et ces deux dernières conditions, je ne les vois tout simplement pas se réaliser. Les déclarations des Britanniques et d'autres affirmant que sous aucune circonstance nous ne reconnaîtrons jamais la Crimée comme n'étant pas une partie de l'Ukraine, point final, constituent le maillon le plus faible de leur argumentation, la Crimée. Et c'est l'un des cas les plus solides en matière d'autodétermination, au regard de l'article 1 de la Charte des Nations Unies, ainsi que l'un des arguments les plus forts en faveur de la légitime défense dont disposent Donetsk et Lugansk, au regard de l'article 51, je crois, de la Charte des Nations Unies. Ce sont des cas d'école, la Crimée étant particulièrement claire. D'autant plus qu'ils ont tenté d'organiser des référendums auparavant et ont été réprimés de force par le nouvel État ukrainien indépendant après la chute de l'Union soviétique. Donc rien que sur ces points-là, si ce sont les lignes rouges pour l'Europe et pour Kiev, alors toute cette affaire pourrait s'effondrer à cause de ces questions. C'est là qu'entre en jeu un véritable leadership et une diplomatie américaine forte, intelligente et décisive devrait intervenir. En d'autres termes, les États-Unis auraient besoin d'un corps diplomatique à peu près aussi compétent et expérimenté que celui de la Fédération de Russie pour résoudre ce problème. Nous savons tous les deux que cela n'arrivera pas. Alors la Russie se dit, eh bien, il nous reste encore 3 ans avec ce président, et si un démocrate est élu, tout cela pourrait être annulé. Oubliez les accords sur les terres rares ou les fonds d'investissement conjoints présidés par Donald Trump Incorporated ou autres. Tout cela peut être annulé.
Vous savez, Trump lui-même pourrait être écarté en 2027 si les républicains perdent la Chambre et le Sénat, ce qui est probable d'après les sondages actuels. Donc vous voyez, la Russie comprend déjà à quoi elle a affaire ici. Ils se disent, oh, il faut qu'on trouve un moyen de composer avec ça. Et puis on aura une autre bande de clones qui arrivera en 2028. Ce pourrait être J.D. Vance, Gavin Newsom ou quelqu'un d'autre. Peut-être un présentateur de télévision ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, la continuité du côté russe et aussi la situation réelle du côté ukrainien et en Europe aussi. Vous savez, l'Europe centrale pourrait se trouver dans une position politique différente. Je parle de la Hongrie, de la Slovaquie ou de la Roumanie. Ils pourraient être dans une situation politique différente. La République tchèque, d'ici 3 ou 4 ans, compte tenu de la tendance à s'éloigner de Bruxelles et du consensus européen, pourrait suivre une autre voie. Le problème ici est insoluble, car l'OTAN et l'Union européenne se sont en quelque sorte fusionnés. Les États membres ne peuvent plus avoir de politique étrangère indépendante s'ils font partie de l'OTAN. Ce n'était pas le cas auparavant. Et en plus, lorsque la France était en dehors de l'OTAN, la dynamique de la politique étrangère en Europe était totalement différente. Quand la France est revenue dans l'OTAN, on a commencé à voir cette cristallisation qui s'est produite après la Libye jusqu'à aujourd'hui, et aussi après la situation en Yougoslavie. C'est donc une Europe différente. Et je pense que c'est une situation impossible. C'est quelque chose qui a été façonné pour les États-Unis. C'est difficile. C'est un paradoxe, car la stabilité de l'Europe dépend du leadership des États-Unis. D'accord, même si je ne fais pas confiance à cette administration actuelle, pas plus loin que je pourrais la jeter, et encore moins à l'administration Biden avant elle, je fais tout de même davantage confiance à un leadership américain dysfonctionnel et erratique qu'à l'idée de laisser les Européens livrés à eux-mêmes, avec les Britanniques en retrait, incitant à une sorte de guerre. L'Europe a prouvé à plusieurs reprises qu'elle est tout à fait capable de se détruire elle-même. Et l'Amérique a prouvé à plusieurs reprises qu'elle est tout à fait capable d'en tirer profit, en intervenant, en nettoyant les dégâts et en s'en servant pour instaurer un nouvel ordre monétaire ou autre. Nous ne voulons donc pas voir cela se reproduire, car 2025 n'est pas 1945. Le monde a changé. L'Asie est là, l'Eurasie est là, l'Inde, la Chine, les BRICS. Ce n'est pas l'ordre mondial de nos arrière-grands-parents. Mais le problème, c'est que les gens à Washington, à Londres et à Bruxelles sont encore en 1945. Ils croient toujours que c'est ainsi que la répartition du pouvoir fonctionne, et ils veulent maintenir quelque chose qui ressemble à cet ancien ordre, un ordre qui les garde au sommet. C'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste. Je veux dire, la Russie en tant que pays de 145 millions, 150 millions d'habitants, ou peu importe, la quantité de puissance économique et d'influence que possède la Fédération de Russie actuelle, la Russie post-soviétique, est incroyable, même comparée à l'influence économique de l'ancienne Union soviétique. La Russie, pour un pays avec une population aussi réduite, dispose d'un levier considérable dans les domaines de l'énergie, de l'économie et de la politique. C'est incroyable. C'est une puissance. La Chine, multipliez cela par 10. Voilà à quoi on a affaire à l'Est. Washington ne reconnaît absolument pas cette réalité. Je ne pense vraiment pas qu'ils aient pleinement conscience que le monde a changé, et l'Europe encore moins. Les Britanniques, laissez tomber. Ils sont encore dans une sorte de mode Rule Britannia, persuadés qu'une nouvelle technologie de drone va surgir et tout bouleverser, que tout va tourner à leur avantage. Donnez-nous un peu de temps. Nous avons une nouvelle technologie de drone qui arrive. Genre, on va décapiter Moscou et Zelensky régnera en maître sur les plaines slaves, tu vois.
Voilà donc quelques-uns des problèmes auxquels nous faisons face à court terme. Mais certains pourraient se résoudre d'ici 2026. J'espère que nous pourrons nous appuyer sur certains de ces éléments. Avec un peu de chance, même si cet accord échoue, il y aura des bases positives posées pour que les choses s'améliorent progressivement sur le plan du récit. Parce qu'il s'agit de la perception publique et des suppositions sur la situation réelle sur le terrain dans cette région. C'est cela qui guide la prise de décision. Et je pense que cela évolue, aussi mauvais et bancal que soit l'ensemble. Je sens un changement à ce niveau. Donc j'ai bon espoir à ce sujet. Pourquoi l'Europe, et même Zelensky et l'Ukraine, insistent-elles autant pour maintenir le statu quo? Parce qu'en fin de compte, tenter de démanteler ce plan de paix griffonné sur une serviette en 28 points, le déchirer, le réviser, effacer tous les points qui ne plaisent pas, ne fait que prolonger la guerre. Et pour l'Europe, en particulier pour ses dirigeants, les choses ne se passent pas très bien. Leur popularité est au plus bas. Bien sûr, nous connaissons Zelensky et tous les problèmes auxquels l'Ukraine est confrontée. Alors pourquoi? Pourquoi continue-t-il à suivre cette voie? Eh bien, pour les Européens, ils doivent maintenir la guerre, car si elle se termine, peu importe comment, que ce soit par une victoire militaire russe ou par un accord donnant l'impression que la Russie a eu le dessus sur l'Ukraine ou sur l'Occident collectif. Si c'est ce récit qui s'impose, alors les dirigeants européens devront expliquer à leur peuple « Pourquoi avez-vous ruiné nos pays pour une telle défaite? Pourquoi avez-vous détruit nos économies? Pourquoi avez-vous tout saccagé en Europe pour n'en rien tirer ?» Donc je veux dire, les dirigeants européens sont déjà extrêmement impopulaires. Je veux dire, je pense que si tu combines Scholz, Starmer et Macron, leur taux d'approbation réunis, je ne pense même pas qu'ils atteignent 30 ou 40%, non? Donc la dernière chose qu'ils veulent, c'est que ce conflit se termine et qu'ils doivent ensuite s'occuper des problèmes intérieurs. Et qu'en plus leurs citoyens leur demandent « Tout ça, c'était pourquoi ?» C'est la dernière chose qu'ils veulent affronter. Ils ne veulent pas que leur population dise « Vous nous aviez dit que l'économie russe s'était effondrée. » Ce n'est pas le cas. Vous aviez dit que la Russie manquait de missiles. Ce n'est pas le cas. Vous aviez dit que l'armée russe s'effondrait. Ce n'est pas arrivé. Donc, ils ne veulent tout simplement pas avoir à gérer tout ça. Surtout les questions intérieures. Ils ne veulent rien avoir à faire avec les affaires domestiques. Je veux dire, Keir Starmer ne veut pas s'occuper de quoi que ce soit qui se passe au Royaume-Uni. Macron se moque complètement de ce qui se passe en France. Merz, c'est pareil avec l'Allemagne. Donc je veux dire, pour eux, tout tourne autour de l'Ukraine. Zelensky, je pense que Zelensky veut simplement que l'argent continue d'affluer, parce que si l'argent s'arrête, alors c'est mauvais pour lui. C'est mauvais pour ses gars, pour son cercle rapproché, et c'est aussi mauvais pour tous ceux qu'il garde sous sa coupe, non? Le travail de Zelensky, c'est de faire en sorte que l'argent continue d'entrer pour que tout le monde soit nourri. Les oligarques sont nourris, les bandéristes sont nourris, c'est son travail. Et s'il échoue à cela, il est fini, et il le sait. Donc, je pense que c'est l'explication. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose.